Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette présentation de la restitution de la Vitalio, la filière vrac bio-régionale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa, je suis chargée de mission à Aprobio au sein du pôle entreprise et filières et donc j'ai travaillé ces derniers mois sur cet état des lieux de la filière vrac bio-régionale que je vais aujourd'hui vous présenter. À l'origine, cet événement devait se dérouler en présentiel au siège du PNRSE. Et puis, finalement, on a décidé de le faire en visio et de faire bénéficier le plus de monde de cette vidéo. Donc, voilà, j'enregistre ça. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu la présentation. On va se mettre en plein écran. Voilà, parfait. Et puis, je vais enlever ma vignette. Alors, donc, cette rencontre s'intitulait Filière vrac bio-régionale, où en est-on et pourquoi pas moi. Donc, c'est un événement qui était co-organisé, je rappelle, avec le parc naturel régional de Scarpesco. Donc, à la base, on avait prévu du coup 1 heure de restitution et puis ensuite un échange avec les participants du coup sur l'étude, sur les projets concernant le vrac sur le territoire du PNRSE. Mais du coup, l'idée, c'est plutôt là que je vous fasse la restitution et puis qu'on puisse avoir des échanges peut-être ultérieurement par mail. Avant de commencer, d'entrer un peu dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter l'association Aprobio. Donc, l'association Aprobio, c'est une association de promotion et de développement de la filière bio dans la région Hauts-de-France. C'est une association qui a été créée il y a plus de 25 ans qui a donc pour mission à la fois de développer l'agriculture biologique, mais aussi d'aider les professionnels de la bio en leur proposant en fait un soutien technique pour développer leurs activités. Donc là, je pense notamment à des PME, TPE qui ont envie de lancer une activité en bio. Pour faire un petit tour d'horizon un petit peu de qui sont les personnes, l'équipe en fait qui fait partie d'Aprobio. Donc on va dire que l'association est divisée en 4 pôles différents. D'une part, on a le pôle territoire, donc avec Marie, Joanie, Mathilde et moi-même. Et le pôle territoire a pour mission en fait d'accompagner notamment des collectivités territoriales à introduire davantage de produits bio dans la restauration collective. Donc ça, c'est une de nos missions les plus importantes. On travaille aussi sur le label Territoire bio engagé. Donc, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un c'est un label qui vise à récompenser les communes qui s'engagent en faveur de la bio, donc que ce soit au sein de la restauration collective en ayant plus de 20% de produits bio sur les menus, ou alors aussi sur les surfaces agricoles utiles. Donc dans les Hauts-de-France, les communes qui ont plus de 6% de surfaces agricoles utiles en bio peuvent également prétendre à ce label. Et en plus de cet accompagnement en collectivité et puis du label, on fait aussi des rencontres, des événements. Donc, il y a Coopéra Bio qui est notre événement annuel de la restauration collective bio dans les Hauts-de-France. Et on essaie aussi de mettre en lien des fournisseurs de produits bio avec du coup des demandeurs, donc type la restauration collective. Le pôle communication, qui est vraiment le pôle qui s'occupe bien sûr de tous les aspects aussi visuels de nos projets, mais aussi de l'événementiel de l'association. Il y a un événementiel assez riche. Bientôt, il y a par exemple le salon Natura Bio qui sera organisé à Lille. Et puis, il y a plein d'autres salons bio, donc Marjolaine. Récemment, il y a aussi le congrès mondial de la bio à Rennes. Et donc voilà, ce pôle est en action sur tous ces événements. Et l'idée, c'est vraiment de promouvoir l'image de la bio grâce à eux. Le pôle administratif, qui est plutôt en charge, on va dire, des aspects à la fois techniques de notre association, mais aussi stratégiques, donc la gouvernance, voilà, les financements, etc. Et ensuite, j'en viens au pôle qui était aujourd'hui directement un peu impliqué dans cette rencontre, donc c'est le pôle entreprise et filière, dont je fais partie avec Claire Coulot, qui est notre responsable de pôle, et puis Pia Leveillé, qui est également chargée de mission. Donc, le pôle entreprise et filière, on a plusieurs types de missions différents, à la fois diversifier les débouchés, booster la consommation. Donc, on essaie de repérer des nouvelles entreprises, de lancer des nouvelles activités, surtout d'accompagner des personnes qui ont le souhait de lancer une activité en bio, donc en proposant un certain nombre de formations, que ce soit sur la réglementation, sur les certifications, ça peut être aussi sur des aspects, par exemple, l'eau dans la bière. Donc, c'est soit des formations que nous-mêmes, on anime, donc Pia notamment anime un certain nombre de formations, ou alors on fait intervenir des experts et puis nous on se charge plutôt de l'organiser, on va dire au niveau logistique, mais pour l'expertise peut être aussi avec d'autres acteurs.
Et puis, on accompagne, donc, comme je vous le disais, le développement d'activités. Et surtout, et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est la construction de nouvelles filières. Donc, il y a une filière bière, donc avec la volonté de s'approvisionner avec un houblon bio tracé Hauts-de-France, une filière pain aussi avec la marque Petit Nord que nous avons lancée. Et puis aujourd'hui, je vais plus spécifiquement vous parler de la filière vrac qu'on essaye aussi de faire émerger avec l'idée d'avoir plus de vrac dans les Hauts-de-France. Enfin, on travaille aussi à diffuser de l'information autour de la filière bio. Donc, chaque année, on est en charge avec d'autres organisations de réaliser la carte d'identité de la bio, donc avec des chiffres à jour sur les transformateurs, les distributeurs, les producteurs de la bio dans notre région. Et puis, on rédige aussi un certain nombre d'études spécifiques. Donc, par exemple, une des études sur lesquelles on a travaillé récemment est sur la filière halieutique. Donc là, c'est un peu tous nos adhérents. Il faut savoir qu'on a plus de 100 adhérents au sein de l'association qui sont répartis en collèges différents. On a un collège transformateur, producteur, distributeur, biens et services. Et j'en ai oublié un, le collège ambassadeur. Donc voilà, l'idée, c'est voilà, de montrer qu'on a vraiment une pluralité d'adhérents. Et donc, pour fêter, on va dire, le fait qu'on ait 100 adhérents, on organise le 6 décembre prochain une soirée réservée à nos adhérents. Donc, vous êtes bien entendu les bienvenus si vous souhaitez vous joindre à nous. Alors, je vais en venir peut-être plus directement, du coup, à l'ordre du jour, d'une certaine façon, qui est de vous présenter un peu notre projet de filière vrac bio régional. Pourquoi ce projet? Alors, d'une part, en fait, tout simplement pour répondre aux attentes des consommateurs qui aspirent à moins d'emballage, à acheter la juste quantité, à avoir une consommation plus vertueuse aussi. Et il y a la volonté aussi, on voit bien, de consommer du bio local et pas du bio qui vient de l'autre bout du monde. Et d'autre part, une autre raison aussi pour laquelle on lance ce projet, c'est qu'au niveau de la structuration des filières, nous, on souhaitait promouvoir les légumineuses qui sont vraiment intéressantes pour régénérer les sols. Et c'est vrai que les légumineuses se prêtent aussi très bien à la distribution en vrac. C'est une bonne source de protéines végétales. Donc, elles sont intéressantes sous plusieurs aspects. Donc, le constat qui a été fait vraiment au début du projet, c'est qu'il manque des références en vrac bio-régional. Et donc, on a besoin de sourcing régional plus conséquent pour les porteurs de projets et les distributeurs. L'objectif de long terme, c'est de faire des Hauts-de-France une région pilote pour le développement du vrac bio local, afin de le rendre accessible vraiment à tous et que le prix ne soit pas notamment un facteur de discrimination. Alors, comment va se passer cette présentation? Je vais vous faire rapidement un petit retour sur le calendrier du projet et les réalisations qu'on a pu mettre en place jusqu'alors, puis vous parler du contexte plutôt législatif, on va dire, autour du vrac et des avancées qu'il y a eu en 2020. 2021 aussi. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec la restitution, puis je vous parlerai ensuite des suites du projet. Donc, pour le calendrier, il faut savoir que ce projet, c'est un projet qui est financé en partie par la région avec le dispositif Fratrie. Donc, on a lancé le premier copil de ce projet en février 2021. Un mois plus tard, on lançait l'état des lieux que je vais vous présenter plus tard. Et fin avril, on commençait aussi en parallèle de cet état des lieux la collecte de données pour ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie, ACV. L'analyse du cycle de vie, l'idée, c'est d'appréhender en fait l'empreinte environnementale d'un produit. Et nous, on souhaitait le faire pour deux types de produits, les pâtes et les lentilles, donc une légumineuse et une céréale. L'idée, c'est un peu chercher à comprendre, par exemple, dans quelle mesure 1 kg de pâtes bio vendues en vrac va avoir une différence d'impact environnemental avec son équivalent emballé. Et donc, c'est un projet qu'on fait vraiment en parallèle de l'état des lieux. Là, c'est toujours en cours. On travaille sur ce projet avec un cabinet d'études qui s'appelle Cantis. Et on aura les résultats plutôt, je pense, à la fin de l'année 2021 ou début 2022. Donc, sur ces 6 derniers mois, donc, il y a eu la réunion de lancement de la CV, la collecte des données, un copil aussi pour un peu cadrer le projet. On a mis aussi en place pas mal de supports de communication sur la filière, donc la création d'une page web dédiée, un dossier sponsoring, des plaquettes de communication. Et puis, on a aussi rendu visite à pas mal d'entreprises qui étaient intéressées par le vrac. Donc, il faut savoir que voilà, l'état des lieux en tant que tel, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça s'est déroulé grosso modo de mars jusqu'à octobre. Donc, voilà, ça a duré quelques mois. Donc là, c'est sur nos réalisations des 6 derniers mois.
Et puis, je vais maintenant vous présenter un petit peu plus clairement le contexte pour le vrac. Donc, c'est vrai que 2021, ça a été une année assez importante au niveau de la filière vrac. Il y a la première définition de la vente en vrac qui a été inscrite au Code de la consommation. Donc, il y a vraiment un encadrement légal qui est beaucoup plus présent qu'avant. L'article 11 de la loi climat et résilience stipule aussi qu'au sein des commerces de vente de plus de 400 mètres carrés, 20% de la surface doivent être consacrés à la vente en vrac d'ici 2030. Donc, il y a aussi un coup de pouce, on va dire, du législateur qui tente de démocratiser le vrac, notamment au sein des grandes et moyennes surfaces. Par ailleurs, il faut savoir que concernant le marché, vraiment le marché économique sur le vrac, il y a eu un léger repli en 2020 à cause du contexte sanitaire. Mais on est quand même sur une attente d'essor du marché du vrac dans les années à venir. Donc, selon certaines estimations, le marché du vrac pourrait tripler d'ici 2022 par rapport à son chiffre d'affaires de 2019, donc qui était de 1,2 milliard d'euros. Donc voilà, on est vraiment sur un contexte plutôt favorable à l'essor du vrac et ça représente aussi un contexte favorable à l'essor d'une filière vrac bio-régionale. Donc, je vais me recentrer un petit peu sur l'état des lieux en tant que tel. Tout d'abord, il faut bien avoir en tête que notre étude, elle se limite uniquement au vrac sec, donc les produits d'épicerie. Pourquoi? Parce que déjà, il s'agit de produits alimentaires qui sont vraiment plébiscités par les consommateurs et pour lesquels il existe un véritable potentiel de développement en filière bio locale. Et puis, par exemple, le vrac liquide a aussi d'autres spécificités qui pourraient totalement faire l'objet d'une étude à part. Donc, nous, on a vraiment voulu se centrer sur le vrac biosec. Alors, comment on a fonctionné pour cette étude? On a envoyé en fait 4 questionnaires qui ont été donc auto-administrés pour toucher tous les maillons de la filière, donc à la fois les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et bien sûr les consommateurs. Et globalement, grâce à nos réseaux et à nos partenaires, nous avons donc pu diffuser ces questionnaires. Donc là, je vous ai mis en bas le nombre de réponses par type d'acteur. Donc c'est vrai que pour les producteurs, on a eu 69 répondants, 30 pour les transformateurs, 38 pour les distributeurs et puis 857 pour les consommateurs, ce qui est assez important. Les questionnaires visaient un peu à identifier les freins, les ressources et aussi les opportunités de la filière. Alors, je vais vous présenter un petit peu les résultats de l'étude acteur par acteur et puis je vais commencer par les producteurs. Donc, les producteurs. Au total, comme je vous disais, on a eu 69 répondants, sachant que 61% ne font pas du vrac, mais aimeraient bien s'y mettre. Il faut savoir que voilà, au total, seulement 10 répondants sur la totalité des répondants faisaient du vrac biosec, ce qui nous intéressait pour l'étude. Qu'est-ce qu'on peut un petit peu, on va dire, en déduire? Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que voilà, 61% ne font pas du tout de vrac, mais aimeraient bien s'y mettre, et que 6% ne sont pas du tout intéressés par ce mode de distribution. Donc voilà, ce n'est pas un débouché qui les concerne. Sur ceux qui font du vrac, uniquement 10 producteurs font du vrac biosec. Donc ça a aussi réduit forcément l'échantillon pour l'analyse. Et rien que cette donnée, on va dire, elle démontre aussi d'une certaine façon que le vrac est un débouché commercial encore peu identifié pour les producteurs. On voit que voilà, quand même 67% au final n'ont jamais vendu leur production en vrac. Et c'est un chiffre qui est relativement élevé. L'idée, ce serait de changer cette dynamique. Parmi ceux qui font du vrac, et là, c'est une autre donnée intéressante, 90% souhaiteraient vendre une partie plus importante de leur production en vrac bio. Donc, une fois qu'ils sont, on va dire, inscrits dans ce mode de distribution, ils y voient des avantages et ils envisagent de vendre une partie plus importante de leur production en vrac. Alors, une autre information, mais qui vient un peu dans la continuité de la première, c'est que le vrac représente une part minoritaire dans le chiffre d'affaires des producteurs. 60% des agriculteurs qui ont répondu à notre questionnaire disent que le vrac représente moins de 10% de leur chiffre d'affaires, donc on est vraiment sur un poids économique faible dans le chiffre d'affaires. Pour pour 10% quand même des producteurs, le chiffre d'affaires en vrac, c'est quand même plus de 75%, donc ça c'est aussi une donnée à avoir en tête.
Alors, quels sont les circuits de distribution qui sont un peu privilégiés par les producteurs? On voit que les producteurs qui ont répondu à notre questionnaire ont plutôt tendance à privilégier les circuits courts, c'est-à-dire la vente directe, les magasins spécialisés bio ou les magasins 100% vrac. Aucun de nos répondants ne traite avec la grande distribution, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout forcément représentatif de l'ensemble des producteurs. Mais donc, en tout cas, dans ceux qui nous ont répondu, c'était plutôt des circuits courts qui étaient envisagés et répertoriés. Là, on a le témoignage d'un producteur sur la droite qui nous dit: le vrac a du sens, toujours surpris de voir que les emballages plastiques non recyclables sont toujours prépondérants, même dans la filière bio. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de suremballage au niveau de la filière bio, et ce qui est un peu un manque de cohérence, puisque bien entendu qu'on veut avoir des produits bio, mais le suremballage ne nous intéresse pas forcément pour autant. Alors, concernant le type de production qui est le plus vendu en vrac, on a les lentilles, la farine et les pois cassés. Derrière ces 3 productions qui étaient le top 3, on va dire, arrivaient aussi les pois chiches et les haricots secs. Donc cela nous a conforté aussi d'une certaine façon dans notre volonté d'accompagner le développement d'une filière légumineuse bio et régionale. Euh, Nous avons aussi en fait essayé de comprendre les avantages qui ont été identifiés par les producteurs à la vente en vrac. Et la première raison évoquée, c'est vraiment celle d'un système de distribution plus vertueux. Donc c'est la première raison citée, donc des raisons environnementales, hein. Euh, Aussi, après, un petit peu derrière, il y a aussi le fait que le vrac demande moins de logistique, puisqu'il y a moins d'empactement des produits qui est nécessaire. Et ensuite, en troisième, quatrième position, on trouve la meilleure rémunération et puis un débouché prometteur. Donc, là encore, le fait que le marché du vrac soit en plein essor, qu'il y ait une vraie demande de la part des consommateurs qui soit de plus en plus forte. Donc, on voit qu'il y a vraiment aussi une sensibilité des producteurs aux enjeux environnementaux, autour des emballages et des déchets qui est bien identifiée. Alors, pour chaque type d'acteur, on a bien entendu aussi essayé de comprendre les freins qui existaient à l'essor du vrac. Pour les producteurs, ils anticipent en fait une demande trop faible. Alors, c'est vrai qu'il y a 3 raisons à égalité, hein, 25%, 25%, 25%. Donc, je vais aller une par une, hein, tout simplement de haut en bas. Les producteurs anticipent une demande trop faible pour le vrac par rapport à l'équivalent emballé, donc il n'y a pas une vraie confiance non plus. Ils auraient peut-être besoin d'un signal de marché plus fort, et ce qui pourrait être intéressant, ce serait aussi de voir comment trouver d'autres débouchés en vrac, comme celui de la commande publique, avec potentiellement la restauration collective. Donc, de faire évoluer d'une certaine façon les marchés publics pour intégrer du vrac. Euh, en deuxième frein, on va dire, il y a les problèmes liés au conditionnement du produit, puisque ça demande forcément de changer ses habitudes par rapport au conditionnement par petite quantité de 250 grammes ou 500 grammes, par exemple, si on est, je sais pas, sur des pois chiches. Et là, on passe à des conditionnements beaucoup plus importants, donc on est plutôt autour de 5 à 10 kilos dans des gros sacs. Et enfin, un troisième frein prépondérant, ce sont les difficultés logistiques. Donc le problème des livraisons, notamment des petits distributeurs. Si certains, si certains producteurs de vrac traitent en direct avec des petits distributeurs, ils s'occupent souvent de la livraison, et donc ça peut demander des tournées de livraison qui ne sont pas forcément optimales d'un point de vue logistique. Et enfin, le dernier frein, c'est le manque de débouchés au niveau régional. Donc encore une fois, peut-être une demande qui est encore insuffisante et qui ne les incite pas à franchir le pas et à se lancer. Je vais maintenant passer aux transformateurs. Par transformateur, nous, on entend ici vraiment ceux qui font des produits transformés, souvent à base de produits bruts. Donc là, je pense particulièrement dans notre cas, vu qu'on est sur le vrac sec, au muesli, aux biscuits apéro, aux biscuits salés, sucrés, etc. Alors, pour les transformateurs, on a eu 30 répondants au questionnaire, mais seulement 10 faisaient du vrac bio sec. Donc, ça a aussi pas mal réduit notre échantillon pour l'analyse. Alors, ce qu'on a cherché à faire avec les transformateurs, c'est de comprendre la part d'approvisionnement régional, donc c'est-à-dire dans quelle mesure les produits qui étaient utilisés au sein des produits transformés sont issus des Hauts-de-France. Alors, ce qui apparaît, c'est que pour 50% des transformateurs, la part des matières premières vrac dont l'origine est régionale est inférieure à 10%. Donc, dit plus simplement, on est sur un approvisionnement régional inférieur à 10%. Après, il faut avoir le côté plus positif du graphe, c'est que pour 38% des répondants, à l'inverse, les approvisionnements régionaux ou locaux, eux, représentent plus de 50% des approvisionnements totaux, donc ça, c'est assez intéressant. L'idée, c'est vraiment d'amplifier en fait l'approvisionnement régional sur certains produits lorsque cela est possible.
C'est bien entendu pas possible pour tous les produits, hein. Le café ne va pas pousser sans doute demain dans les Hauts-de-France, mais il y a un certain nombre de produits qu'on pourrait davantage développer en local. Toujours pour les transformateurs, on a cherché à comprendre auprès de quel type d'acteurs ils s'approvisionnaient. On voit sur le graphe que le premier canal d'approvisionnement privilégié, il est vraiment auprès des producteurs directement, donc largement en tête avec 42% des répondants. Puis ensuite, à égalité avec des coopératives agricoles et puis des grossistes. Là-dessus, il serait aussi intéressant de voir pourquoi précisément les transformateurs préfèrent traiter en direct et dans quelle mesure ça peut potentiellement poser aussi des complications logistiques ou non pour la livraison des produits vrac. On pense notamment si c'est un producteur et qui doit livrer plusieurs transformateurs, dans quelle mesure c'est gérable. Enfin, au sein du questionnaire, en fait, on a cherché aussi à comprendre sur quels produits il y avait des besoins d'approvisionnement, que ce soit pour les matières brutes, donc ça c'est sur le graphe de gauche, ou alors les matières transformées, donc sur le graphe de droite. Là, les chiffres exprimés, ils sont en moyenne par transformateur. Donc, par exemple, un transformateur a besoin en moyenne entre 75 et 125 kg de graines, donc courges, lin, tournesol, pour ces produits. Et à chaque fois, on a donné un intervalle de besoin, donc soit inférieur à 25, je crois que c'était entre 25 et 50, entre 50 et 75, etc. Donc, ce genre de données, nous, ça nous sert à comprendre le potentiel de développement de certaines filières. Et ça peut donc nous aider à structurer certaines filières en anticipant des débouchés commerciaux. Alors, j'en viens maintenant aux freins qui concernent des transformateurs qu'on a aussi tenté d'identifier à travers cette étude. Le point qui est le plus ressorti, c'est la difficulté de trouver une offre en approvisionnement local. Ainsi, presque la moitié des répondants considèrent que l'offre disponible en vrac en région, donc y compris sur des produits qui existent déjà, type lentilles, petite épeautre, flocons d'avoine, quinoa, pâtes, etc., cette offre, pour eux, elle est encore trop limitée. Donc ça, c'est 48% des répondants qui nous font remonter cette inquiétude. Et une autre donnée que je n'ai pas mise sur les slides, mais 60% des répondants à la question sur les types de freins identifiés soulignent un manque d'offres sur le territoire. Donc c'est vrai que cette donnée, elle reste à nuancer, mais le manque de sourcing local reste un point clé en fait, dans la compréhension de la filière et une des priorités identifiées pour le développement de la filière régionale. Alors face à ce constat, certains transformateurs nous ont évoqué plusieurs solutions. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir aussi vos retours sur ces idées, si jamais vous souhaitez nous les faire parvenir. Ce qui revient principalement, c'est d'avoir en fait plus d'informations sur les fournisseurs régionaux existants et donc de davantage développer ensuite la mise en relation avec les acteurs en amont de la filière. Donc là, je pense particulièrement aux producteurs et aux coopératives. Certains demandent aussi plus de clarté au niveau de la régulation du vrac. Et c'est vrai que pour ce faire, nous, ça nous intéresserait de créer des fiches bonnes pratiques sur le vrac qui s'adressent à tous les acteurs de la filière, histoire d'y voir un peu plus clair. Alors, je vais passer aux distributeurs. Donc, nous avons eu 38 répondants au questionnaire avec vraiment différents types de magasins, des magasins SP, bio, des petites épiceries vrac et aussi de la GMS. Alors, sur cette lettre, vous voyez plus précisément le profil des personnes qui ont répondu à notre questionnaire. Sur les répondants, donc 38 sont des magasins spécialisés bio, 22% sont des magasins grande et moyenne surface de la GMS, 13% sont des épiceries vrac et 13% sont aussi des petits commerçants. Et puis après, tout derrière, on a les épiceries de proximité, le e-commerce avec Internet, des grossistes ou des centrales d'achat. Alors, tout comme pour les transformateurs, pour les distributeurs, on a cherché aussi à comprendre les circuits d'approvisionnement des distributeurs. Auprès de qui vont-ils chercher leurs produits? 33% des distributeurs s'approvisionnent aussi directement auprès des producteurs, 26% auprès des grossistes et 21% auprès de centrales d'achat, et seulement 7% en direct, on va dire, de transformateurs. Alors, ce qui est aussi ressorti de ce questionnaire, c'est les difficultés logistiques pour les transformateurs, notamment pour livrer des petits magasins vrac indépendants. Et donc ça va nous poser, nous, la question de la place des grossistes dans les circuits de distribution de produits vrac. Et pour avoir parlé avec plusieurs transformateurs, c'est vrai que ça pourrait devenir intéressant d'avoir davantage recours à leurs services puisqu'ils offrent une solution logistique et donc sont potentiellement un maillon encore manquant dans la chaîne logistique du vrac. Voilà, donc on voit quand même que l'approvisionnement en direct producteur reste privilégié en majorité.
Alors là aussi, comme pour les transformateurs, on a cherché en fait à comprendre les besoins annuels en matières premières brutes et transformées pour les distributeurs et on a agrégé les données de tous les répondants pour avoir un aperçu un petit peu plus global du marché. Donc en tête du classement, on a les fruits secs. Là, je parle des produits du coup, des produits bruts, donc le graphique de droite. Donc comme je disais, on a les fruits secs, la semoule, euh, voilà, donc les graines, bien sûr, haricots secs, etc. Donc, il y a quand même quelques légumineuses, donc c'est vrai que c'est intéressant pour nous de savoir un petit peu les besoins qui sont estimés par les distributeurs, parce que ça nous permet de faire remonter ces besoins, on va dire, aux producteurs au tout départ de la filière pour voir un peu les débouchés de marché potentiels. Pour les produits transformés, on a les pâtes qui arrivent en tête, donc ça nous a aussi conforté dans notre volonté, nous, de réaliser l'analyse de cycle de vie, donc qui est de comprendre l'empreinte environnementale d'un produit donné. Et on a décidé de réaliser du coup notre analyse du cycle de vie sur les pâtes artisanales qui sont produites localement dans les Hauts-de-France. C'est vrai que les pâtes bio, elles viennent principalement d'Italie et que ce serait aussi intéressant d'avoir des offres locales qui sont un peu plus compétitives. Et donc là aussi, avoir ces données, nous, ça nous permet d'aider certaines filières à se structurer. Enfin, on a cherché à évaluer la part des approvisionnements régionaux chez les distributeurs. On se rend compte que cette part elle reste encore minoritaire pour la plupart des répondants. Donc 9% des répondants ont un approvisionnement régional qui est supérieur à 25%. Mais c'est vrai que pour 69% des répondants, les produits vrac bio d'origine régionale représentent en fait moins de 10% de leurs achats. Donc ça reste très minoritaire. Et on voit que là, il y a une vraie marge de progression pardon, pour que les approvisionnements régionaux deviennent un petit peu plus importants dans les années à venir. J'en viens maintenant aux freins en fait, exprimés par les distributeurs. Le premier frein qui est en fait commun à celui des transformateurs, c'est celui de la difficulté d'approvisionnement. Donc notamment le sourcing. Donc c'est vrai qu'en tout, 77% des répondants nous ont dit avoir des difficultés d'approvisionnement en vrac bio-régional. Et les produits les plus concernés, ce sont en fait les légumineuses, mais aussi l'épicerie sucrée et puis le sucre de betterave. Donc il faut savoir que notre partenaire Bio en France a lancé des actions pour développer davantage le sucre de betterave en région. Donc ça pourrait aider à répondre à cette demande de la part des distributeurs. Et puis pour les légumineuses, il y a aussi pas mal d'actions qui sont mises en place pour essayer de davantage avoir des cultures de légumineuses dans la région des Hauts-de-France. Et enfin, toujours au niveau des difficultés d'approvisionnement, on leur avait demandé de nous détailler un petit peu ce qui bloquait précisément selon eux. Donc on a une variété de réponses, mais celle qui revient majoritairement, c'est celle du manque d'offres sur le territoire, tout simplement. Et en deuxième position, la question du prix. C'est vrai que certains prix sur les produits vrac bio-régionaux peuvent être plus chers que des équivalents européens ou nationaux. Et en troisième position, pardon, interviennent plutôt les aspects logistiques que je vous présenterai un peu après et qui ont fait l'objet du coup d'un atelier avec plusieurs partenaires lors de la restitution de cet état des lieux le 18 octobre dernier. Donc, on va se centrer un peu sur la logistique. 72% des répondants affirment avoir des difficultés d'ordre logistique pour les produits bio. Les deux problèmes rencontrés, ce sont le fait d'avoir des interlocuteurs trop nombreux, d'une part. Là, ce sont principalement des magasins indépendants qui traitent en direct avec le producteur. Et c'est vrai que ça multiplie les interlocuteurs et donc aussi le nombre de factures à traiter, etc. Et puis, à égalité avec cette question des interlocuteurs trop nombreux, vient aussi la question de la régularité des livraisons. Et puis, enfin, on a pas mal parlé aussi, pour ceux qui ont des petites épiceries vrac, la question du stockage au sein de petites boutiques notamment. Et c'est aussi une des thématiques sur laquelle on a voulu travailler le 18 octobre dernier lors de la restitution de cet état des lieux. Je vais maintenant passer aux consommateurs, qui était du coup un peu le dernier maillon de cette chaîne qu'on a voulu analyser, comprendre un peu le rapport des consommateurs à la consommation de vrac bio-régional. Donc, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de réponses. On a eu plus de 800 réponses. C'est un bon chiffre. On avait publié le questionnaire sur les réseaux sociaux et puis nos partenaires avaient publié aussi sur les leurs. Sur ces 800 et quelques répondants, 634 en réalité consomment du vrac bio sec. Je vais vous faire un petit portrait. Ah non. Donc, au niveau de l'âge des répondants, c'est plutôt bien réparti sur les différentes tranches d'âge qu'on avait proposées.
Donc, il n'y a pas de surreprésentativité, on va dire, d'une tranche d'âge. Donc, on a à peu près, on avait mis de mémoire les 18-25 ans, les 35-45, 45-55, 55-65 et puis senior. Et c'est vrai que c'était plutôt bien réparti sur ces différentes tranches d'âge. Et à l'inverse, Aprobio avait fait une étude sur la consommation de bio en région il y a quelques mois. On s'était rendu compte en fait, que 84% des consommateurs de bio avaient entre 35 et 44 ans. Donc le vrac semble être un petit peu moins marqué générationnellement que le bio. Et en ce qui concerne le genre des répondants, c'était principalement des répondantes et non des répondants, puisque 80% des répondants étaient en fait des femmes. Pardon, 81% même des répondants étaient des femmes. Donc voilà, c'est un peu pour que vous ayez en tête le profil des personnes qui ont répondu à notre questionnaire consommateur. Donc, le vrac reste encore une pratique d'achat minoritaire pour les consommateurs. Là, vous voyez sur ce graphique que pour 72% des répondants, les achats de vrac bio-régional représentent vraiment une minorité des achats. Mais ce qu'on espère et ce qu'on veut en tout cas encourager, c'est que ça va être appelé à croître dans les années à venir. Selon les projections du réseau vrac, on est sur un marché quand même en croissance. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est que demain, la part de produits vrac bio consommés augmente réellement, que cette pratique de consommation, elle se démocratise. Alors, on avait aussi demandé du coup aux consommateurs de nous expliquer pourquoi ils consommaient des produits en vrac. Et les raisons exprimées, ce sont des raisons assez classiques qu'on retrouve dans de nombreuses études. Donc, les raisons environnementales sont plus clairement exprimées que les raisons économiques ici. On voit que la réduction des emballages est la première motivation, donc des emballages jetables, qui ne sont pas ceux qui sont réutilisables. On voit que c'est la première motivation pour le consommateur. Il y a aussi l'achat de la juste quantité, donc de ne pas gaspiller. Et puis enfin, l'utilisation de produits moins transformés, davantage de cuisine, donc des produits bruts. Et tout en dernier, on a la réalisation d'économies, puisque c'est vrai que quand on achète en vrac, on ne paye pas le coût de l'emballage. Alors, où est-ce que nos consommateurs achetaient leurs produits vrac bio? Majoritairement au sein en fait, de magasins spécialisés bio. Cela se recoupe aussi avec les données de l'étude Nielsen, qui est une étude parue en 2020, et qui indique que 63% des consommateurs de vrac réguliers, et j'insiste vraiment sur ce terme de régulier, donc c'est-à-dire, je crois, au moins une fois par mois, ils achètent au sein de magasins bio. Nos données sont à peu près en accord avec ça. On a aussi 11% des répondants au questionnaire qui s'approvisionnent en produits vrac bio au sein de magasins 100% vrac. Et c'est aussi proche du chiffre de l'étude Nielsen qui estime que 15% des consommateurs de vrac réguliers achètent chez les spécialistes du vrac. Et enfin, on a quand même 8% qui s'approvisionnent ici au sein de hypermarchés et de supermarchés. Alors, comme au niveau national, les produits les plus consommés vrac par nos consommateurs régionaux, ce sont les oléagineux et les fruits séchés. Donc là, sans grande surprise, mais de façon peut-être un petit peu plus surprenante, ce sont les pâtes qui arrivent en troisième position. Par ailleurs, on avait aussi demandé aux consommateurs le type de produits sur lesquels ils souhaiteraient avoir une offre en vrac bio régional. Et là, on a aussi les pâtes qui sont arrivées du coup en première position, juste devant les fruits et légumes. Mais c'est vrai que nous, on se concentre uniquement sur le vrac sec, qui fait plus le but de l'étude. Et on voit qu'il y a plusieurs produits qui affichent un fort potentiel de développement au niveau régional. Donc, à la fois les pâtes, comme je disais, mais aussi certaines céréales, quinoa, farine, légumineuses. Et donc, c'est des développements qu'on aimerait bien accompagner, notamment en réalisant l'analyse du cycle de vie sur les lentilles et les pâtes. Et donc, ça justifie aussi voilà, leur développement dans les années à venir. Alors, concernant l'origine des produits, il est intéressant de constater en fait que le consommateur va plutôt avoir tendance à privilégier l'origine nationale, donc l'origine France, par rapport à l'origine régionale. Donc, il y a peut-être encore un peu un travail de pédagogie à faire pour mettre en avant l'importance de l'origine régionale pour le développement économique local des filières agroalimentaires. C'est vrai que quand on posait voilà, spontanément la question, 90% des répondants me disaient « je privilégie les produits d'origine France ». Et 77% me disaient je privilégie les produits d'origine régionale. Donc, je pense que le Made in France est plutôt bien rentré, qu'on peut faire encore un effort sur l'approvisionnement régional. Alors, pardon, j'en viens maintenant aux freins pour les consommateurs.
Et on voit que ces freins, ils sont multiples. Le premier frein cité quand même, et c'est important de le souligner, c'est le manque d'informations sur l'origine des produits. C'est là sans doute un problème de confiance. C'est pour cette raison qu'on avait aussi décidé, lors de la restitution de cet état des lieux le 18 octobre dernier, de réaliser un atelier en partenariat avec Jean Boutet sur l'étiquetage et comment davantage, davantage communiquer sur un certain nombre d'aspects sur l'étiquette d'un produit vrac. Puisque comme on n'a plus d'emballage en tant que tel, le marketing et donc tous les outils de communication sont peut-être plus compliqués à mettre en œuvre. C'est vrai que laisser des étiquettes, par exemple, sur les stylos vrac, origine UE / non UE, ça n'inspire pas forcément confiance au consommateur. C'est pas assez précis, donc on pourrait demander en tant que consommateur plus de précision. Pardon. Le deuxième frein ensuite, sur la consommation de produits vrac bio d'origine régionale, c'est vraiment le prix élevé. Ça, c'est plutôt une perception du consommateur, puisqu'en réalité, il y a cette perception que le vrac est plus cher que l'emballé, mais en faisant des relevés de prix, du coup, cet été, dans un certain nombre de magasins sur l'île, on s'est rendu compte qu'au contraire, le vrac était entre 9% et 38% moins cher que son équivalent emballé. Alors, bien sûr, ça va dépendre des produits, des magasins, mais c'est un peu les tendances qu'on a pu observer, sachant qu'on comparait toujours des produits équivalents, donc des produits bio, donc en vrac et en emballé, et on essayait de voir selon les différentes gammes qui étaient présentes en magasin, et on a trouvé des écarts de prix quand même importants. On avait fait ces relevés, du coup, pour votre information, sur les 9 produits bio secs les plus achetés par les consommateurs, c'est-à-dire lentilles vertes, pâtes, cerneaux de noix, noisettes, graines de courge, quinoa, haricots blancs, farine de blé et les pois chiches. Et donc, la troisième raison, pour les freins des consommateurs, c'est qu'on voit que les lieux d'achat bio sont parfois trop éloignés ou alors qu'on ne trouve pas le produit qu'on souhaite au sein des lieux d'achat habituels. Donc ça va sans doute changer, on va dire, avec la loi climat et résilience, qui prévoit qu'à l'horizon 2030, les magasins de plus de 400 mètres carrés consacrent 20% de leur surface de vente au vrac. Donc il y aura sans doute plus de références et de choix qu'aujourd'hui, et ça va venir progressivement. Alors, maintenant que je vous ai présenté un petit peu tous les enjeux essentiels, acteur par acteur, je vais revenir aux préconisations plus globales de notre état des lieux pour davantage structurer la filière vrac et pouvoir aussi la développer dans les années à venir. Alors, la première préconisation, ce serait un accompagnement réglementaire plus poussé pour les producteurs. Donc, il y a notamment certaines règles de traçabilité à respecter au niveau du vrac. Et donc, on a prévu de rédiger des fiches techniques en 2022 pour aider les différents acteurs de la filière. Donc, leur faire un peu mieux comprendre au niveau réglementaire ce qui est exigé d'eux. La deuxième préconisation, ce serait de rendre plus visible l'offre régionale dans les bandes de distribution du vrac bio, donc que ce soit en termes de signalétique. Il y a aussi la question, du coup, comme je vous le disais, de la communication sur l'origine régionale du produit. Et puis, notre dernière préconisation, elle est de développer des outils qui sont adaptés pour aider à structurer la filière. On a 2 types d'outils qu'on aimerait mettre en place. D'une part, des outils de mise en relation entre les différents acteurs de la filière, donc notamment un annuaire des acteurs du vrac, un salon du vrac régional, et puis des ateliers vrac pour les citoyens. Et ensuite, c'est des outils peut-être plus spécifiques pour les transformateurs et les distributeurs, mais ce serait de développer des outils de mutualisation et de stockage communs, on va dire, pour les acteurs de la vrac bio. Donc ça a été aussi un peu réfléchi lors de l'atelier logistique du 18 octobre dernier, lors de la première restitution, et on s'est dit que ce serait intéressant peut-être de travailler davantage avec les grossistes pour pas qu'il y ait de complications logistiques. Donc là, vous trouverez sur ces slides, donc la slide 44 et 45, tout simplement, je vous ai remis les freins et opportunités pour la filière vrac bio régionale. Donc, c'est que des choses que j'ai déjà dites, que j'ai déjà mentionnées. Mais c'est vrai que vous pouvez le retrouver sous un format un petit peu plus imagé, peut-être, avec ces carrés orange et bleu. Alors, je vais en venir maintenant un petit peu aux suites pour le projet de filière vrac bio régionale dans l'ensemble. Donc, on a la publication de cet état des lieux. L'état des lieux, il est terminé. Vous pouvez d'ailleurs le commander. C'est un état des lieux qu'on fait payer. Donc, le prix il est de 50 €
hors taxe pour nos adhérents et de 110 € hors taxe pour les non-adhérents à notre association. L'enjeu pour nous, voilà, c'est vraiment de publier cet état des lieux, de le faire connaître le plus possible. On organise aussi une restitution grand public sur le vrac qui aura lieu à Natura Bio la semaine prochaine, donc le 26 novembre. Il y a une erreur dans le PowerPoint. Parallèlement à ça, du coup, on travaille toujours sur l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire comprendre l'empreinte environnementale du vrac par rapport à l'emballé. Et on fait ça, du coup, pour les pâtes et les lentilles. Et ces résultats, ils seront disponibles sans doute à partir de janvier 2022. Et nous, ça nous permettra de mieux comprendre aussi quel est l'impact environnemental de cette filière qu'on soutient. Comme je vous le disais, il y a la volonté de créer certains outils. Donc, il y a un annuaire des différents acteurs du vrac en région de France qui va sans doute être réalisé en 2022. Il y a des formations qui sont organisées avec le réseau VRAC. Donc, le réseau VRAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui regroupe en fait tous les professionnels aussi du secteur du vrac et qui fait vraiment des actions de plaidoyer depuis plusieurs années pour encourager le développement de la consommation vrac en France. Et c'est une association qui fait vraiment un travail exceptionnel. Ils font plusieurs formations. Notamment, on en a une du coup qui a lieu la semaine prochaine aussi sur l'île, formation hygiène. On a aussi des projets de sensibilisation qui sont en cours avec l'association VRAC Hauts-de-France qui est basée sur la MEL. Et donc, l'idée, ça va être de sensibiliser des personnes issues de quartiers prioritaires de la ville, donc qui sont souvent des personnes avec des revenus limités, même si ce n'est pas toujours le cas. Et l'idée, c'est de les sensibiliser au vrac biorégional, donc de montrer que le vrac bio peut aussi être accessible pour les personnes qui ont des ressources financières limitées. Enfin, on aimerait beaucoup organiser un salon régional du vrac qui sera sans doute co-organisé avec le comité de promotion, avec un espace vraiment dédié au bio. On n'a pas encore de date pour cet événement, mais on espère que ça pourra se faire en 2022. Voilà, j'en arrive en fait à la fin de ma présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère vous retrouver bientôt pour qu'on puisse échanger à ce sujet. N'hésitez pas à revenir vers moi d'ailleurs si vous avez des questions sur la présentation, sur le projet ou sur quoi que ce soit. Je vous laisserai mes coordonnées dans le mail. Enfin d'ailleurs, non, pardon, mes coordonnées sont à la fin du PowerPoint. Donc vous pouvez les retrouver là tout de suite. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.